ces dernières années dans la mouvance du retour du livre. Donc vous êtes le témoin privilégié, la jeunesse 2.0. Pour ça, fan de littérature, s'est emparé de la toile pour partager ses lectures, ses coups de cœur. Et surprise, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes. Ces booktubeurs en herbe utilisent les nouvelles technologies pour parler de leurs ressentis, leurs coups de cœur, avec une belle fraîcheur, une belle simplicité qui déroute, mais surtout qui séduit. Je pense que c'est vraiment ce qui plaît. Alors la méthode est souvent simple, ce sont des jeunes lecteurs qui se filment souvent devant leur bibliothèque ou dans leur chambre, pour créer une sorte d'intimité avec leur communauté et pour être en total interaction. Alors naturel, liberté, émotion, j'ai envie de dire simplicité semblent être les maîtres mots de ces nouveaux influenceurs livres qui surfent sur les nouveaux médias pour parler à leur public du même âge. TikTok, on en parlera plus amplement tout à l'heure, a contribué dernièrement à démocratiser la lecture avec les booktubeurs. L'explosion de la dark romance et de la new romance sont aussi très marquées sur ces réseaux. Il y a même un vocabulaire propre à la communauté booktube. Alors si un booktubeur vous parle d'une palle, ça veut dire quoi? Il est à lire. Bravo. D'un book haul. Un déballage de livres. J'ai bien affaire à des libraires. Et si j'ai un update du date, voilà, avec les dernières lectures, ou encore un swap. Ah, c'est un échange avec un autre lecteur ou un autre booktuber. Un échange de colis? De colis, de livres. De livres. Hein, bon. 20 sur 20 pour l'Assemblée. Donc c'est une communauté très inventive, interactive et de plus en plus le libraire doit amener de l'action et travailler sur ces domaines-là pour proposer à son lecteur des choses qui lui parlent, des choses, des médias qui sont en accord avec ses attentes. J'ai également noté que les libraires sont de plus en plus inventifs également pour capter leurs lecteurs avec des actions, déjà depuis des années avec des signatures peut-être d'auteurs, mais aussi des échanges, des raids à thon, des week-ends à 1000, enfin il y a vraiment énormément de choses, on ne manque pas d'inventivité non plus. En tout cas, nous avons deux exemples aujourd'hui parmi nous, deux spécimens de cette jeune génération qui aime les livres et qui le fait savoir et qui utilise les réseaux. Donc à ma droite, Jeanne Seignol, originaire de Seine-Saint-Denis, toujours intéressée par la lecture depuis petite avant de bifurquer vers un parcours journalistique. Et puis de réaliser, vous avez réalisé des chroniques pour l'étudiant et puis de tomber dans la chaîne YouTube d'abord en anglais. Et puis ensuite, côté livre avec Jeannot ce livre, qui donc il y a 5 ans lui a permis donc, de se lancer et de participer à la deuxième vague des influenceurs littéraires, peut-être, peut-on dire, avec Audrey Le Souffle des mots ou Émilie Buldor sur Twitch. Sa communauté est vaste, 60 000 lecteurs, ça fait rêver, avec pour ambition de parler de littérature, mais de littérature tout public. Elle va s'exprimer, elle va nous raconter tout ça. À l'époque, il y avait beaucoup de formats chouettes dans ce domaine, dites-vous, Jeanne, mais vous vouliez toucher le public et surtout le plus grand nombre, et les gens qui ne lisent pas. Vous venez de quitter votre emploi pour vous consacrer enfin à cette activité. Yes, youpi. Enfin, un rêve qui se réalise. Et vous êtes aussi à l'origine de plusieurs documentaires que l'on peut regarder sur YouTube. Vraiment, les jeunes ne lisent plus. Et surtout, comment TikTok bouleverse l'industrie du livre. Donc, vous avez compris, nous avons affaire ici à une spécialiste de la question centrale qui va clore cet après-midi. Elle est également animatrice freelance sur Arte et bientôt plus. Avec une communauté active puisque vous échangez tous les mois avec ces mêmes lecteurs autour de 3 livres coup de cœur. C'est une sorte de forum sur le net que vous animez. Avant de démarrer, je vous présente mon interlocuteur sur la gauche, Ronan Nina, qui lui nous vient des Ardennes. Il est installé à Café, elle s'appelle Café Plume.
sa librairie, et c'est surtout sa spécificité, c'est un libraire cuisinier. Il mélange son goût pour la cuisine et la lecture à Charleville-Mézières, donc dans cette petite librairie cachée dans un petit... dans une cour intérieure. Je dis ça, c'est pour vous ne loupiez pas la cour intérieure le jour où vous allez à Charleville, donc qui est spécialisée vraiment en BD. Alors il s'est égaré quelques années auparavant en chimie pour des études. Oui, c'est alors au tout début de STAPS, après physique-chimie. Non. Après, on se cherche, et après, on va vers la cuisine. Et voilà. enfin, on va vers un mix de tout, en fait. Voilà. Et il y a 8 ans, donc, il a décidé de joindre ces deux passions, les comics, la BD et la cuisine. Et il est également présent sur les réseaux sociaux. Il fait des réels, des petites vidéos toutes les semaines, Instagram, Facebook, enfin voilà, on le trouve partout. Donc, il m'a confié qu'effectivement, le manga, qui est son ADN, les comics sont vraiment un tremplin, en tout cas une littérature qui plaît beaucoup aux jeunes. Donc, il est indispensable aujourd'hui pour parler pour parler à ses lecteurs d'être présent sur tous ces réseaux. Voilà, un petit peu. Alors, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, le premier qui veut prendra la parole, comment vous en êtes venu est-ce que c'était naturel de passer sur les réseaux? Est-ce que c'était indispensable? Ou tout simplement, voilà, dans l'air du temps, de communiquer sous cette forme? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là aujourd'hui. Moi, je dirais plutôt une nécessité. Parce qu'à l'origine, j'ai un parcours plutôt journalistique et dans les médias traditionnels, il n'y a pas beaucoup de place pour la culture. Je confirme. Il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. Donc on m'a proposé plein de choses en échange de visibilité, ce qui ne paye pas mes factures malheureusement. Et moi, c'était un constat pendant mes études de journalisme où j'avais vachement envie de parler de culture. Et soit les médias traditionnels, c'était pas forcément des choses où je me retrouvais, on va dire, typiquement à une époque, la grande librairie, je trouvais que c'était hyper intéressant, mais il y a plein de genres dont on ne parlait pas forcément, notamment plus des lectures jeunesse et jeunes adultes dont moi j'avais envie de parler. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même cool les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de grand chose, ça va devenir mon média. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et donc moi, c'est venu vraiment de cette nécessité de se dire, j'ai besoin d'un endroit pour le faire. Finalement, j'ai pas besoin d'un média pour être accompagnée. Et c'est chouette de voir que les gens me suivent. On peut parler de liberté finalement. Tout à fait, c'est ça qui est vraiment très chouette, c'est qu'en fait il n'y a personne qui me dit ça t'as pas le droit d'en parler, ça non plus, alors que pour avoir travaillé dans des médias traditionnels, typiquement quand je travaillais chez l'étudiant, on relisait mes chroniques et là c'est beaucoup plus libre. Ce qui ne m'empêche pas parfois de demander à des gens de relire plus, parfois de dire des erreurs ou ce genre de choses, mais je sens pas que j'ai la pression de quelqu'un qui me dit non, ça c'est un de nos actionnaires, on n'a pas le droit de dire ça. Alors non, c'est pas tout à fait le même cas de figure, bien sûr, on n'est pas dans le même domaine. Mais vous avez ressenti forcément l'obligation, entre guillemets, et l'envie mêlée d'intervenir par ces biais-là, forcément. C'est vrai, c'est un peu des deux. En fait, en tant que librairie maintenant, en tant que libraire, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, il faut dire ce qu'il y a. Facebook, il y a 8 ans, donc on avait ouvert, c'était en pleine expansion, c'était vraiment à l'apogée. Du coup, se passer de Facebook, c'était impossible. Donc, on s'était mis à Facebook. 2 ans après, c'était Instagram. Donc, on s'est mis à Instagram. Et aussi, on avait été contacté au tout début par une association locale qui s'appelait La Bande Animée et qui faisait Raconte-moi un manga. Alors, c'était une émission qui passait sur Game One à un moment donné. Et en gros, ils mettaient les premiers chapitres de manga. En fait, ils les tournaient eux-mêmes et ils les faisaient en animé, tout simplement. Donc ça expliquait les débuts de série, des choses comme ça. Et donc on a fait pas mal de chroniques avec eux, on a mis en place Mangado, donc c'était une chronique sur les nouveautés manga qui sortaient toutes les semaines. Donc là on était à peu près à entre 3 et 4 vidéos par semaine. Donc c'est un gros rythme, donc on était plusieurs par contre. Et après justement on s'est un peu... eux ont décidé de continuer de leur côté, nous on a décidé aussi de continuer du nôtre. Parce qu'on voulait s'attaquer aussi à la bande dessinée, aux comics, eux étaient vraiment spécialisés dans le manga. Du coup, après, on a élargi un peu tout. Et là, maintenant, on est sur TikTok. Et vous dansez? Non, pas encore. On va y venir, TikTok, sa spécificité. Il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Le manga est plus adapté
à ce genre de communication où toute littérature a sa place. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de dark romance qui explose sur les réseaux ces dernières années, avec des jeunes filles qui pleurent, qui racontent au jour le jour leur lecture, enfin voilà, qui vivent vraiment leur lecture, ça c'est assez sympa d'ailleurs. Et à l'idée voilà, de votre évocation, je me dis, est-ce que, voilà, est-ce que tout peut se communiquer sur les réseaux? Tout type de littérature. C'est une question si large. Est-ce qu'on peut vendre un Tolstoï Oh bah oui, largement. Oui, je pense que tout peut se faire et avec surtout l'avènement de TikTok, on a beaucoup l'image que c'est la dark romance, la romance, et en fait, il n'y a pas que ça sur les réseaux sociaux. C'est bien de dire. Il y a des comptes vraiment énormes de millions d'abonnés qui parlent de littérature classique. Il y a des mangas, il y a de la fantasy, il y a du livre de développement personnel, il y a de la philosophie, donc je pense qu'il y a vraiment de tout. Après, c'est un peu le piège aussi des algorithmes. Quand on arrive au début et qu'on regarde, on va nous montrer les vidéos qui sont les plus vues, les plus mises en avant. Donc il faut fouiller un petit peu, il faut se faire sa place pour vraiment aller chercher aussi, faire cet effort-là, entre guillemets, d'aller chercher ce contenu. Mais sinon, je pense qu'à partir du moment où il y a un livre qu'on aime, qu'on a envie d'en parler, il y a forcément d'autres gens à qui ça va parler, donc on peut en parler. Alors, comment vous avez fait votre place, Jeanne, ce livre, hein, parce qu'au début, vous étiez quelques-unes. Et puis ces dernières années, ça s'est accéléré. Pour garder une communauté, eh bien, il faut l'entretenir forcément. Et puis il faut avoir. Quelle est la marque de fabrique, Jeannot? La marque de fabrique Jeannot, c'est de dormir beaucoup et de publier beaucoup. De dormir très peu, pardon, et de publier beaucoup. Ça veut dire que c'est pas compatible. J'aimerais beaucoup. C'est complètement vrai. Ce qui joue beaucoup, c'est d'être très présent. Donc moi, pendant très longtemps, je publiais une vidéo par semaine. Après, il y a eu des fois où j'ai plus ralenti le rythme en fonction des disponibilités, des études, etc. Mais il y a ça, et je pense que ce qui est un peu différent aussi, comme on le mentionnait par rapport aux autres chaînes qui existaient à l'époque, c'est que du coup, il y a des choses très codifiées, il y a des updates lecture, des book hauls, et en fait, moi j'avais envie de parler de littérature de manière plus large, et je trouve que ces mots-là, ils coupent un peu l'accès quand on ne lit pas forcément et qu'on arrive sur YouTube et qu'on voit ces mots, on se dit, oh là là, mais en fait... si j'aime lire, il faut qu'il y ait tout ce vocabulaire qui soit associé et il faut vraiment que je m'y connaisse. Et moi, je voulais pas faire passer ce message-là. Et donc sur ma chaîne, c'était plus des recommandations selon des thèmes. Donc par exemple, j'ai un format où je dis si vous avez bien aimé cette série, peut-être essayez de lire ces livres-là, parce que je trouvais ça cool d'essayer d'amener aussi peut-être des personnes qui ne lisent pas forcément vers les livres. Se poser aussi des questions en plus de l'analyse, par exemple, pourquoi est-ce que la littérature c'est élitiste en France, ou d'où est-ce que ça vient le roman jeune adulte, donc répondre un petit peu comme ça à des questions. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence, parce que ça arrivait à un moment où il y avait des choses très très codifiées et que moi je me suis dit en fait peut-être qu'on peut parler de littérature autrement. Ah non? Quel est votre point de vue là-dessus? C'est vrai qu'on peut parler de tout, hein, concrètement. Alors après ça va dépendre de ce qu'on veut toucher comme public, concrètement. Si c'est du ressenti, des choses comme ça, c'est vrai que la dark romance, la new romance, là on est vraiment sur des fois, au tout début c'était limite la couverture, on avait une image de peau avec une personne juste en évoquant le nom, des choses comme ça. Le manga, la bande dessinée ou le comics, c'est très visuel, donc très clairement en vidéo ça passe tout seul. On a juste à feuilleter le livre, raconter en fait qu'est-ce qui se passe, hein, un petit résumé, et surtout un petit ressenti aussi. Si vous avez aimé telle lecture, vous apprécierez aussi ça. Donc c'est vraiment, on est plus sur du ressenti que vraiment sur l'explication de texte. Ou de l'analyse, oui, effectivement. Alors, on va peut-être pas aborder le problème technique tout de suite, mais en tout cas, dans votre documentaire, vous dites justement, est-ce que vous venez de le préciser, ça a permis d'ouvrir sur d'autres genres. Et vous avez même interviewé Augustin Trapenard qui dit qu'effectivement ça lui a également ouvert des portes pour faire venir des auteurs. Je pense à Victor Dixon qui fait de la littérature fantastique, qui est invité régulièrement aux Imaginaires Lapinaires. Il n'aurait pas franchi ce pas d'inviter de tels auteurs s'il n'y avait pas eu ces réseaux sociaux et cet engouement justement pour ça. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces réseaux sociaux sont justement un rôle énorme à jouer là-dessus par rapport à l'ouverture sur des genres, sur des littératures qui sont un peu négligées ou dépréciées, quoi?
Je pense complètement, et justement dans mon 2 commentaires, si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas. Augustin Trapenard, il en parle très bien, il dit qu'en fait il y a plein de littératures qui ont été mises vachement de côté par les médias mainstream, et que justement toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont pu parler de ces livres qui n'étaient pas si présents. Et il y a des gens très intelligents comme Augustin Trapenard qui sont allés s'intéresser à ça. Et justement, je trouve que cette première année de la grande librairie, il y a eu vraiment un effort aussi d'aller vers ces nouveaux prescripteurs du livre, alors que c'est vrai que régulièrement, on a entendu beaucoup de critiques, que ce soit au début quand on est arrivé sur YouTube, puis après sur TikTok, etc. En ce moment, quand on regarde les papiers sur TikTok, c'est qui ces jeunes filles qui lisent pas des vrais livres et qui pleurent devant leur écran. Donc, il y a aussi beaucoup de clichés par rapport à ça et cette peur que les influenceurs viennent prendre la place aux journalistes plus classiques. Et je trouve qu'en fait, Augustin Trapenard, il s'est montré plutôt assez curieux. Et je crois que c'est toutes les semaines dans le public, en fait, il invite un influenceur du livre à venir et après ils font une petite vidéo pour leurs réseaux sociaux. Et justement, il crée ce dialogue-là, il regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il est hyper présent, il est aussi sur TikTok et il regarde ce qui se fait. Et il n'est pas bête non plus, il se rend compte que typiquement Victor Dixon, c'est un auteur qui est très lu par ces communautés-là qui ne sont pas très présentes dans les médias traditionnels. Et il sait que si aussi il l'invite à une émission, ça va intéresser les gens et potentiellement ça va permettre aussi d'agrandir son audience et aussi surtout de personnes qui, à leur âge, ne regardent plus forcément la télévision parce qu'on est dans des générations aussi qui ne regardent pas forcément la télévision. Donc c'est complètement un nouveau public qui peut aller chercher. Alors, comment on choisit les livres qu'on met en avant? Parce que certes, il y a le coup de cœur, mais quel lien vous avez avec les maisons d'édition? Quel lien vous-même, puisque vous êtes tous les deux en soi des influenceurs, comment vous allez choisir ces... modestement. Voilà, modestement. Comment vous allez choisir les livres que vous allez mettre en avant? Est-ce que quel lien vous avez avec les maisons d'édition et avec l'actualité, on a envie de savoir un petit peu. Alors, en tant que libraire, moi, je reçois quasi aucun respect. Donc voilà. Ah bah comme ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Donc concrètement, ce que je présente, c'est ce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Vraiment, je n'ai pas d'éditeur qui est derrière à me dire tiens, je t'ai envoyé ça, il faut faire une vidéo derrière. J'ai aucun lien là-dessus. Et puis ça m'arrange. Voilà, mais vous êtes votre propre patron. Oui, voilà. Déjà, c'est un plus. C'est vrai que des fois, ça pourrait mettre une certaine pression à se dire ben voilà, on reçoit des services presse, des choses comme ça, il faut peut-être que je fasse une ou deux vidéos dessus. Là, moi, c'est pas le cas. Et ça m'arrange. Après, bon, ben, s'il y a des services presse, on est toujours content. Hein. Mais ça ne force pas à faire une vidéo dessus. Donc pas d'aliénation finalement, et qu'une liberté totale par rapport à vos choix. C'est ça. Et puis vraiment, on fonctionne au coup de cœur. Après, concrètement, on n'est pas là aussi, s'il y a un livre qu'on n'aime pas, on ne va pas tout bonnement le mettre au pilori sur Internet, ça ne sert à rien. On est vraiment là sur des coups de cœur, des choses qu'on a appréciées, des petites séries, des choses qu'on a envie de faire découvrir, de passer en manga si on sort de One Piece, La Fête des Titans, des choses comme ça. On peut vite se perdre, donc c'est pour ça que nous on essaye vraiment d'orienter vers des séries, tiens par exemple pour tel âge ça pourrait convenir, des choses comme ça, ce qui peut vraiment intéresser en fait le lectorat. Après nous, notre public sur des coups de cœur comme ça, il est on va dire plus vers du 20-30 ans. Alors jeunesse un peu moins, mais bon, peut-être qu'un jour il va falloir continuer aussi. Donc le coup de cœur et puis la découverte aussi. Oui, voilà, après. Orienter peut-être vers des choses. Sur la découverte, il y a pas mal de vidéos aussi, c'est un peu ma vie de libraire où on va déballer les cartons, montrer les nouveautés, des choses comme ça. Il y a un TikTok, alors c'est pas un TikToker, il y a un libraire de Toulouse qui s'appelle Au Comptoir du Rêve, qui a pas mal d'abonnés sur TikTok, 140 000, donc c'est déjà une grosse communauté. Hein. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répond beaucoup aux commentaires qu'on lui pose. Tiens, pourquoi il y a un prix unique du livre, des choses comme ça. Donc il va expliquer par exemple la loi Langue. Il va expliquer aussi, tiens, il a un commentaire, moi je commande sur Amazon, j'ai les frais de port qui sont à 1 centime. Donc ça, il va expliquer, oui, en fait, ça c'est un détournement de loi, concrètement, voilà. Non, c'est vraiment très pédagogique, voilà. Finalement. C'est de la pédagogie sur le milieu. Il essaye aussi d'un peu désillusionner le métier de libraire. On passe pas notre vie à désacraliser un peu. C'est ça quoi. Beaucoup se font l'image en entrant dans
librairie, d'un libraire qui est derrière son comptoir. Vous n'êtes pas né? Voilà, je pense que vous le savez comme moi, c'est impossible d'être derrière son comptoir en train de lire tranquille. Voilà. Jeanne, alors comment vous procédez pour choisir vos ouvrages? À peu près pareil, beaucoup au coup de cœur. Je trouve ça rigolo que tu aies tiqué au mot justement influenceur, où moi je dis souvent qu'on est tous influenceurs à notre échelle. Et que moi, typiquement, les gens qui m'influencent le plus, c'est ma maman, c'est mon libraire, c'est mes amis. Dont vous parlez souvent. Tout à fait, j'adore parler de ma maman. Aussi des gens que je peux suivre sur les réseaux sociaux, mais du coup, ça vient un peu de plein d'endroits différents. Et justement, je voulais pas me retrouver dans ce piège des services presse, où quand on commence à en recevoir, on peut vraiment en avoir des tonnes et des tonnes. Alors sur le papier, ça paraît génial, sauf que après, on se retrouve dans des listes dont on ne peut plus sortir. Et après, on reçoit des tonnes de livres qui parfois ne nous intéressent pas forcément, donc on se sent mal parce qu'on se dit c'est quand même un privilège, mais ce livre, vraiment, ce n'est pas du tout ma ligne éditoriale, donc qu'est-ce qu'on en fait? Et donc moi, je voulais vraiment rester sur ma ligne éditoriale et choisir moi-même les livres. Donc parfois, je reçois des services presse, mais c'est moi qui les demande. Et quand on m'en propose, j'explique que j'en reçois pas, mais qu'on peut tout à fait m'envoyer un catalogue. Et si par contre, on m'en propose un et que là, le thème m'intéresse vachement, je ne vais pas cracher sur un livre non plus, je le prends, mais avec aucune obligation d'en parler derrière. Et ça, je reste très très libre là-dessus. Et j'imagine que la prochaine question qui suit, c'est un peu sur les partenariats, justement, où là, il y a des maisons d'édition qui me contactent directement en disant on aimerait bien travailler avec toi autour d'une sortie d'un livre ou quoi. Là, je le fais parce que une fois de plus, il faut payer son loyer, c'est agréable. Et parce que aussi, les livres me plaisent vraiment, donc il y a toujours cette clause de ok, sur le principe, ça a l'air bien, je lis le livre et puis je reviens vers vous. Et de toute manière, je me dis toujours qu'à part si le livre est ultra problématique ou quoi, je pense que ça peut plaire à un certain public, donc je le présente toujours comme ça. Et ma communauté sait que je suis assez transparente là-dessus pour pas leur proposer des livres que vraiment j'ai trouvé horribles. Et donc à chaque fois, je travaille plus sous forme de thème. Donc avec la maison d'édition, on va se dire, ok, typiquement là il y a quelques temps, j'ai travaillé avec les éditions Pocket sur le livre Après l'océan de Laurence Perrin. Et donc c'est une fiction qui parle de deux sœurs rescapées du Titanic. Et donc je leur ai dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi j'ai entendu parler d'une histoire que j'aimerais développer sur ma chaîne, c'est l'histoire du livre qui aurait prédit le naufrage du Titanic 14 ans avant le naufrage. Et donc j'ai fait une vidéo là-dessus, et dedans il y a une intégration d'à peu près 1 minute où je dis que justement il y a plein d'auteurs et d'autrices qui se sont inspirés de ce naufrage, comme le livre qui fait le partenariat de cette semaine. Et donc là j'en profite pour parler de ce livre-là. Donc quand même en gardant beaucoup de liberté et où les éditeurs me disent pas il faut dire ça, il n'y a pas de texte à respecter ou quoi que ce soit. Donc ça reste quand même hyper libre et c'est pour ça que je travaille avec eux. Et vous le signalez quand c'est un partenariat? Oui, légalement c'est voilà. obligatoire, il faut vraiment le mentionné. faire. Donc, moi je le dis à l'oral que c'est un partenariat, et sur YouTube on peut, ou sur tous les réseaux sociaux maintenant, il y a un petit endroit où il faut vraiment cocher pour dire ceci est un partenariat, et légalement on est répréhensible si on ne le fait pas. Voilà. Donc moi je le fais parce que je pense que c'est hyper important. Moi je ne supporte pas d'arriver sur une chaîne ou un compte et de me dire ça fait sponsorisé mais il n'y a pas écrit sponsorisé, c'est un peu bizarre. Donc j'aime pas ça, je pense que ce qui fait mon succès, c'est avant tout ma communauté. Donc je pense qu'on peut perdre une communauté très très vite si on n'est pas transparent, et je vois pas l'intérêt de ne pas l'être. J'ai envie aussi qu'ils puissent faire leur choix en sachant ok, ce livre-là, je l'ai adoré parce que je l'ai découvert, celui-là, je l'ai adoré aussi, mais sachez que c'est une maison d'édition qui me l'a envoyé, et celui-là, sachez que c'est une maison qui me l'a envoyé et je suis payée pour le faire. Après, ils ont envie de me croire, pas me croire. C'est à eux de décider si le livre les intéresse derrière, mais ça me paraît essentiel. Alors on a parlé un peu de pédagogie avec l'avis du libraire. Moi je vais juste rebondir, c'est vrai que tu parles de transparence. À la caméra, très clairement, si vous n'êtes pas transparent, ça se voit tout de suite. Si vous dites oui, il est super, et que finalement vous n'avez pas apprécié, très clairement votre communauté, vous pouvez la perdre assez facilement. Donc c'est vraiment pas des choses à faire, c'est transparence. On a parlé de pédagogie, mais je voulais revenir là-dessus vite fait parce que Jeanne aussi, vous avez cette volonté-là, parce que je me souviens des petites vidéos que vous faisiez sur... j'ai lu tous les prix Goncourt depuis peut-être pas 100 ans, il ne faut pas exagérer, mais... Non, ceux-là, en général, c'est déjà bien suffisant. Depuis quelques années, je vous dis ce que j'en pense. Et je trouve ça intéressant également d'apporter ce côté éducatif auprès d'une communauté, ou en tout cas de spectateurs, je ne sais pas comment on peut dire ça, de ceux qui... d'une communauté, quoi. C'est important également pour vous d'apporter cette dimension? Oui, je pense que c'est hyper important, et justement cette vidéo-là en question, elle était venue un peu de cette idée où c'est des livres qui sont vachement mis en avant, surtout à la période de Noël, et souvent on les achète pour faire plaisir à mamie sans forcément l'avoir lu, et je trouve intéressant de se dire, ok, ces livres ils sont vachement mis en avant, est-ce qu'ils sont si bien, est-ce qu'ils me parlent, et se poser les questions justement, pour qui est-ce qu'ils sont ces livres finalement, qu'est-ce que ça dit de la littérature? Et c'est des vidéos qui sont hyper bien reçues, et où pareil, je suis pas là pour dézinguer tous les livres en mode ça j'ai pas aimé, c'est vraiment nul, j'essaye toujours de me dire ok,
Ça, j'ai pas spécialement aimé, mais je pense que ça peut plaire à tel public et de pas juste dézinguer un livre pour dézinguer un livre. Et ça, c'est hyper important sur ma chaîne et c'est pour ça que je développe les formats documentaires. J'aime beaucoup justement partir un peu d'une idée reçue et de voir quelles questions en découlent. Typiquement, on entend souvent dire que les jeunes ne lisent plus, qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, etc. Et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va aller regarder des chiffres, on va aller interroger des gens du milieu qui s'y connaissent et ça a l'air d'intéresser les gens. Donc, oui, parce que du coup, vous apportez une autre crédibilité. Enfin, là, vous avez un travail de journaliste, hein, c'est ce travail journalistique qui ressort. Racontez-nous un petit peu, parce que vous êtes passé aussi du format de la vignette à maintenant une casquette reporter, documentariste, un petit peu. Donc, racontez-nous comment vous avez basculé un petit peu. Et puis, ces activités-là se répondent finalement, elles sont complémentaires. Complètement. En fait, j'ai toujours fait les deux. C'est juste que là, les documentaires marchent très bien, mais il y a toujours eu des formats en fait assez similaires sur ma chaîne. Donc aussi bien des formats très décontractés en mode qu'est-ce que je vais lire cet été, des recommandations pour Noël et parfois un énorme documentaire qui après 6 mois et si j'en fais plus aujourd'hui avec plus de moyens, c'est parce que la chaîne se développe, que j'ai eu des aides du CNC qui me permettent aussi de développer ça, mais en fait c'était une ambition dès le début. C'est juste qu'on parlait justement du fait de se filmer tout seul devant sa bibliothèque, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, ça ne demande pas d'argent, donc c'est surtout pour ça aussi qu'on voit beaucoup ce format. Et pourtant, dès la première année sur ma chaîne, j'ai fait une série de reportages sur les libraires en Seine-Saint-Denis, vu que c'est mon département d'origine, et où pareil, un truc que j'entendais souvent dans les médias qui me rendait un peu folle, c'était oui, la Seine-Saint-Denis, c'est le département en métropole avec le moins de libraires indépendants, ce qui est vrai, mais je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Déjà, on utilise souvent ça un peu pour dire, oui, les gens qui lisent par banlieue. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses, typiquement, il y a le marché aux puces en Seine-Saint-Denis, donc il y a beaucoup aussi de libraires d'occasion, et donc j'avais voulu faire ça, donc j'ai fait une série de vidéos où je suis allée interviewer des libraires en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un reportage aussi dans la ville de Becherel, où il y a plein de libraires d'occasion, donc cette envie elle existe depuis longtemps, et je trouve intéressant justement d'avoir cette double casquette, où en général quand les gens me présentent, ils disent bon, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes influenceuse? Est-ce que vous êtes vidéaste? Et j'aime bien être un peu tout à la fois, de me dire que je peux très bien sortir un gros documentaire très travaillé, et puis faire des vidéos aussi un peu plus chill à côté et que je peux complètement faire les deux et c'est chouette. Oui, parce que bon, là, pour le coup, maintenant, vous en faites votre métier, mais c'est bien de démystifier l'idée qu'on ne se filme pas comme ça, même dans sa chambre, devant sa bibliothèque, aussi rapidement que ça en a l'air. Hein, vous êtes en train de vous professionnaliser vraiment dans ce domaine-là. Et peut-être que Ronan pourrait nous dire, gérer la casquette de libraire, et puis même faire une petite vidéo toutes les semaines, ça demande déjà beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'investissement, entre guillemets, en termes de temps. Après, en termes de matériel, juste un téléphone, ça suffit. Maintenant, les applications ont leur propre petit logiciel de montage, donc ça reste des montages tout simples. Mais c'est vrai qu'on a vite fait perdre du temps, mais que ça prenne du temps. Une vidéo de 30 secondes, il faut se dire que c'est des fois 10-15 minutes. Alors on se dit, ben non, là j'ai bafouillé, là la prise de vue n'est pas bonne, des choses comme ça, donc ça se réfléchit déjà en amont. Les vidéos qui vont faire 1 minute 30, voire plus, là du travail dessus, on a une demi-heure, 1 heure, voire même encore plus quand on veut vraiment bien travailler la chose. C'est vrai que les dernières applications permettent de faire en sorte que ça soit sur l'instant, avec justement le TikTok, concrètement on prend notre téléphone, on se filme au moment donné, on a cette spontanéité en fait, et alors c'est bien, mais après des fois ça dépend ce qu'on veut comme contenu derrière, tout simplement. C'est du tourné-monté, il aurait fallu une petite démonstration pour les libraires, on aurait pu terminer sur un petit TikTok. Après c'est vrai que l'application, concrètement, elle est assez simple d'accès. On a juste à téléverser, alors si on n'a vraiment pas envie de s'embêter, on téléverse dedans notre petite vidéo, on ajoute un petit commentaire, 2-3 hashtags, et puis hop, on peut balancer ça directement. Après, voilà, si on veut vraiment essayer d'attirer les gens sur notre média, si on veut surtout le garder, très clairement, il faut prendre en compte la lumière, il faut prendre en compte le contenu, le son surtout. Première chose, c'est le son. Nous, on fait des lives tous les samedis matins sur Facebook. On a un son un peu pourri. Très clairement, ça attire pas quoi, derrière. Donc, ça décourage. Si on entend comme ça en fond, très clairement, on va faire une vidéo, et puis la deuxième, on va zapper, très clairement.
Donc vous arrivez quand même à faire un live tout le temps. Comment dire, alors le live nous permet de présenter un peu les événements et en plus on fait un coup de cœur chacun. Donc on est 2-3 par émission et ça nous permet un peu de faire découvrir justement des titres aux gens. D'accord, alors la régularité, hein, vous l'aviez dit tous les deux, et puis la régularité et puis le lien avec la communauté et également les problématiques de timing. Alors Jeanne, vous avez plusieurs formats, alors comment vous vous organisez, qu'est-ce qui est plus réceptif, enfin, quels conseils vous pourriez donner aux libraires et quel lien vous avez avec eux? Juste peut-être pour revenir un tout petit peu sur TikTok, je trouve ce qui est compliqué aussi par rapport à peut-être d'autres réseaux sociaux, je trouve que c'est hyper aléatoire, typiquement au niveau des chiffres, etc. Moi je sais qu'actuellement je fais des formats courts et je les mets sur YouTube, Instagram et TikTok. Je fais à peu près le même, honnêtement je m'en veux pas plus que ça. Sur Instagram les vues c'est toujours à peu près les mêmes. Parfois il y a une vidéo qui décolle, ça fait plaisir. TikTok j'y comprends rien. Vraiment parfois il y a une vidéo qui va flopper mais fort. Après il y en a une qui va hyper bien marcher. Par contre en termes d'interaction parfois il y a très peu de commentaires. On se dit mais où est-ce qu'elle est allée exactement cette vidéo et YouTube pareil. YouTube je crois même eux ils sont pas très sûrs exactement de ce qu'ils ont lancé. Donc il y a aussi ce côté, je trouve, qui est difficile au TikTok. On a l'impression que c'est l'Eldorado, c'est le nouveau réseau social qui va tout changer, où tout de suite on va pouvoir percer. Je nuancerai un petit peu où justement je trouve que parfois c'est très aléatoire et ça peut être très vite décourageant parce qu'on publie beaucoup. Et il faut être très présent parce que sinon l'algorithme nous met dehors. Ça peut prendre du temps. C'est quoi qui fait ça? C'est l'algorithme qui finalement... En fait, de ce que je comprends, l'algorithme propose des vidéos aux gens et s'il y a plusieurs personnes qui le zappent, au bout d'un moment ça s'est mis un peu de côté. Tout comme en fait, parfois il y a des vidéos qui peuvent ressortir, mais ça arrive moins, j'ai l'impression, sur TikTok que peut-être Instagram ou YouTube, parce que c'est un truc très... il y a tellement de contenu en fait, il y a trop de gens, donc pour être repéré c'est un peu compliqué. Et sur les contenus, moi j'alterne un petit peu. J'ai différents formats que je fais, donc j'essaye d'alterner un peu dans le mois en fonction de ce que je fais. Je me prive pas de faire des vidéos que j'ai envie de faire, même quand je sais qu'elles ne marchent pas aussi bien que les autres, parce que j'ai envie de le faire et je sais que j'ai un petit groupe d'abonnés qui se dit ouais trop bien, Jeanne elle a enfin publié ce format là, donc je me fais aussi plaisir. Et le seul truc c'est que je fais gaffe à alterner à peu près tous les types de... C'est-à-dire en temps, comment vous pouvez établir l'échelle? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes je voulais plus dire en fonction des différents types de Voilà. formats. Sinon au niveau du temps, je regarde pas du tout et sur tout ce qui est format court, j'ai plus 3 formats identifiés différents. Un qui est plus un format coup de cœur, un qui va être plus actualité ou un peu pédagogique et le dernier un peu qui n'est pas du tout lancé pour le moment mais où je parle un peu d'écriture. Je suis en train d'écrire un livre, donc c'est plus ça où j'essaye d'alterner un petit peu tout en même temps et au niveau du timing, je me mets à peu près à 1 minute 30 parce que c'est le maximum sur Instagram et que j'ai pas envie de faire un truc sur Insta, un truc sur TikTok et que déjà sur YouTube je suis obligée de faire 1 minute parce que YouTube c'est pas plus d'1 minute. Donc j'essaye aussi d'adapter malgré tout en fonction de ça. Et c'est ça qui est difficile, c'est que parfois en 1 minute on ne peut pas raconter grand chose aussi. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient. On se dit bon c'est bien, 1 minute ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais pour réussir à dire peu de choses en 1 minute et couper un peu tous les mots qu'on utilise dans le langage, les donc, machin, et être vraiment droit au but et avoir de l'impact en 1 minute, c'est pas toujours évident. Oui, il y a un gros travail de montage derrière. Il y a un montage, en fait il y a un travail à tous les niveaux, il y a au niveau de l'écriture, de quand on tourne, pour qu'on soit dans la bonne énergie, qu'on communique vraiment quelque chose d'intéressant. Et ouais, au niveau du montage, moi je monte pas mes vidéos YouTube comme je monte mes vidéos plus courtes pour les autres réseaux sociaux. C'est que YouTube, je vais laisser des petits moments un peu de flottement et des moments où je prends un peu plus le temps, parce que parfois j'ai des vidéos qui font 10 ou 20 minutes dans certains grands formats, alors que sur Instagram, TikTok ou les formats courts sur YouTube, il faut être vraiment très très court, et parfois ça m'arrive de faire vraiment juste des mini-coupes, juste pour qu'on voit qu'il y a une coupe et que ça relance, ça donne du rythme, il y a aussi un peu ça, donc c'est un exercice de montage assez différent. D'accord. Est-ce qu'on parle rémunération? On peut parler rémunération. Est-ce qu'on parle rémunération? Parce que justement, comment vous gérez vos liens avec, on a parlé de la liberté, du partenariat entre guillemets, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que c'est du temps donné sur le travail quotidien? Moi ça va aller très vite, la rémunération c'est 0. C'est 0. Alors que pour Jeanne, voilà. Ça va être un peu plus long, mais ça ne va pas faire rêver non plus. Pour le moment, ma rémunération, c'est Pôle emploi. Donc, il ne faut pas rêver non plus. Il y a très très peu de gens qui en vivent. Je crois qu'en France, il doit y avoir 5 ou 6 personnes vraiment à temps plein en littérature. On peut les citer. Alors, je sais qu'il y a Audrey du Souffle des mots sur YouTube qui en vit. Il y a Rêve ta vie de
de lecteurs qui en vit aussi, et pour les autres, honnêtement, je préfère pas trop dire de bêtises. Je crois que Bulldog aussi en vit. Mais en fait, souvent, c'est surtout des activités à côté. Par exemple, Nin Gorman, elle a publié pendant longtemps sur YouTube, elle en a vécu un moment grâce aux plateformes, puis elle est devenue autrice. Donc il y a toujours des trucs un peu complémentaires. Et moi, c'est à peu près pareil. Donc c'est un mix de plein de trucs. Donc déjà, il y a l'argent qu'on gagne directement grâce à YouTube, donc qui est là grâce à la publicité. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas des chiffres fous. En général, pour à peu près 100 000 vues, on est à 100 €. Donc pour parler de littérature sur YouTube et se faire 100 000 vues, bon courage. Donc ça prend du temps et de l'énergie. Donc il ne faut pas vraiment compter sur ça. Il y a la partie partenariat, qui la rémunère un petit peu plus, mais de manière ponctuelle sur certains projets, où je dirais très franchement que ça doit être 30-40% de ma rémunération. Il y a les projets à côté, donc de travailler pour des médias, etc. Donc moi là avec Arte, pareil, ça représente une partie de ma rémunération. Et l'autre partie qui est assez importante, tout ce qui est aussi faire des conférences, etc. pour faire mon métier. Et la dernière partie qui est assez intéressante justement sur la partie indépendance, c'est toutes les aides qu'on peut avoir quand on est créateur en ligne. Typiquement le CNC fait des bourses qui s'appellent le CNC Talent. Et tous les 2 mois, ils font des commissions, ils analysent différents projets de créateurs et créatrices sur le web. Et ils donnent des bourses justement pour faire différents formats. C'est comme ça que j'ai pu faire mes deux derniers documentaires. Et donc là, c'est vraiment, on postule, on propose notre projet, c'est oui ou c'est non, et après on est tranquille. Après, on nous laisse vraiment complètement libre sur ce qu'on fait, puisqu'on a présenté le projet en amont, donc ils ont une idée de ce qui va sortir. Et juste 6 mois après, on leur envoie le lien, les justificatifs, et après, on est tranquille. On roule ma poule. Et alors, vous avez pu mesurer l'impact de ces documentaires sur le visionnage? C'est dur à dire. Honnêtement, c'est dur à dire. Parce que là, on n'est plus du tout dans une diffusion classique, d'un circuit classique de télévision, de chaîne officielle. On est vraiment sur les réseaux. Et là, ça me semble palpable comme ça. Alors, on a des chiffres quand même. Du coup, mon premier documentaire sur la lecture chez les jeunes, il a fait 250 000 vues, que sur YouTube. Après, il y a des extraits qui sont passés sur les réseaux sociaux, machin, mais je les compte pas dedans. Et mon documentaire sur TikTok, il a fait à peu près 150 000 vues pour le moment. Donc il est encore en train de grandir et faire ses petites vues, ça fait plaisir. Donc j'ai au moins les chiffres et je vois aussi l'impact dans les médias traditionnels, parce que finalement tout se rejoint, c'est ça qui est beau. Et où j'ai fait différentes interviews quand j'ai fait ces documentaires-là, où justement on est venu me poser des questions par rapport à ça. Et ce deuxième documentaire sur TikTok, c'est celui où je continue de recevoir des sollicitations assez régulièrement, parce que c'est un sujet vachement d'actu et que les gens ont envie d'en parler. Donc je le mesure aussi en fonction de ça. Aussi bien des libraires que des personnes qui travaillent en médiathèque. On me dira, ah bah merci, j'en entendais parler, mais je savais pas trop exactement ce que c'était, donc que ça leur a donné envie. Et j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit, ah bah trop bien, ça m'a donné envie d'aller sur TikTok. Ah, bien ou pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais de l'analyse, après, si vous voulez faire des TikTok. Et donc, je vois que ça continue d'être régulièrement. Je reçois encore régulièrement des messages par rapport à ça. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance? Complètement, ça fait plaisir. Que les gens regardent le documentaire, en parlent. Je pense que c'est chouette. Et en fait, dans mon documentaire, moi, il y a certaines choses dont j'ai pas pu parler comme j'aurais eu envie. Donc, c'est chouette de me dire que peut-être que les médias traditionnels vont prendre le flambeau. Quel sujet, par exemple? Je mettais une petite pause un peu dramatique. Dans ce documentaire, je parle déjà de manière un peu générale de qu'est-ce que c'est TikTok, comment c'est arrivé en France, l'impact sur les maisons d'édition qui sont bien contentes de faire un peu d'argent. Et le côté qui m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce que TikTok a à égaler. Parce que je trouve que TikTok fait une publicité assez incroyable en disant regardez, on parle de littérature, c'est trop chouette. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une place un peu légitime et de dire ouais, on a des contenus pas cool, ok. Mais on parle de littérature. Je pense qu'il y a un peu ça, et moi je voulais vachement leur en parler. Ils n'ont pas voulu me répondre. Ils ont refusé de me répondre. Et non, ils n'ont pas voulu. Ils ont sous prétexte qu'ils n'avaient pas le temps, mais je suis revenue plusieurs fois et à chaque fois c'était non. Et ils ne veulent pas communiquer en fait. Ils ne souhaitent pas communiquer. Donc moi, quand il y a quelqu'un qui ne veut pas communiquer, mon côté un peu enquêtrice se met en place et je me dis ça sent pas bon. Et typiquement, moi ça, j'ai pas les armes. En tant qu'indépendante toute seule, j'ai pas une rédac qui m'accompagne derrière. Je peux pas me prendre un petit procès en diffamation que je peux pas payer derrière non plus. Donc j'ai pu évoquer un peu ces sujets-là, mais j'ai pas pu aller gratter comme j'aurais aimé gratter. Typiquement, je serais une rédac, j'aurais pu, je sais pas, peut-être aller enquêter pendant des mois et peut-être trouver un ancien employé qui justement a un document un peu officiel qui pouvait m'expliquer ce truc de ouais, ils misent quand même beaucoup sur la littérature parce que ça leur permet de mettre sous le tapis d'autres choses. Donc il y a une forme de reconnaissance et je me dis que si j'ai pu permettre aussi peut-être d'ouvrir à mon échelle une petite voie qui permettra à d'autres journalistes de s'intéresser à ce sujet-là et peut-être faire des enquêtes, voilà, ce serait trop chouette. Cache investigation.
Ah bah, Élise Lucet, on pense à vous. Alors, est-ce que vous, en tant qu'utilisateur de ces médias, vous êtes sous influence? J'entends par là, est-ce que vous êtes une communauté entre influenceurs, entre personnes qui utilisent ces réseaux-là? Est-ce que ça vous sert? Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement et comment vous renvoyez ça, cette image-là, à travers vos créations personnelles? Allez, je suis repartie. Je dirais que ça me sert et me dessert. Il y a un peu des deux. Et c'est toute la nuance que je voulais apporter dans mon documentaire, parce que à la fois, c'est trop bien, c'est des nouvelles communautés de lecteurs, ça permet de faire découvrir plein de nouvelles choses. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a certaines limitations sur TikTok. Déjà, ce côté dont je parlais, donc tout le monde, je pense, peut avoir sa petite heure de gloire, que tout le monde peut devenir un peu connu grâce à TikTok et retomber aussi très vite. Je pense que c'est ça le problème, alors que croisons les doigts sur YouTube, c'est un peu plus fiable. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Et moi, ce dont je me rends compte en tant que consommatrice, c'est le temps que j'y passe à regarder mais tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, ça veut tout et n'importe quoi. Je suis vraiment une dame qui montre qu'elle a des comment on appelle ça? Comment on dit en français? Vraiment qu'elle a des ratons laveurs qui viennent de chez elle pour de la nourriture. J'adore regarder ces vidéos, je peux vraiment passer 1 heure. Et après, je me dis, Jeanne, qu'est-ce que tu as fait? Donc, à la fois, c'est très mignon, mais on peut se faire un peu enfermer. Et je trouve qu'aussi sur TikTok, il y a beaucoup ce phénomène de bulle où on se retrouve dans des micro-communautés. On a l'impression que c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe dans le vrai monde. Alors qu'en fait, non, on se referme aussi un petit peu en fonction de ce qui nous ressemble. Et aussi, très vite, je pense, on peut glisser vers des communautés un peu sombres. J'ai un exemple pas très drôle, mais moi je regardais beaucoup de vidéos de cuisine parce que souvent j'ai pas d'inspiration, donc je me dis allez, je vais trouver des idées. Et donc je regardais ça, tout se passait bien dans le meilleur des mondes, et petit à petit je tombe sur une jeune fille qui explique qu'est-ce qu'elle mange depuis que elle se remet de son anorexie. Donc trop bien, je la trouve trop kiki, elle est là, elle se fait des petits plats, elle est trop contente, je me dis c'est beau, il y a de l'espoir dans la vie. Très vite, je suis tombée sur des gens qui n'allaient pas bien, des gens qui étaient anorexiques, des troubles alimentaires, et très vite, j'ai glissé. Je me suis dit, oh là là, je suis partie au mauvais endroit. Donc, et il y a vraiment des études là-dessus qui montrent que sur TikTok, quand on est jeune, on peut se retrouver très vite vers des contenus, si on est dépressif, assez toxique, assez suicidaire, ça fait très peur. Sur le côté positif, maintenant que j'ai dit tout ça, il y a quand même du positif. Il faut bien surveiller et bien remettre l'algorithme de temps en temps en place sur ce qu'on regarde. Moi, ça m'a permis de découvrir plein de coups de cœur littéraires et des trucs très chouettes. Donc, je reste quand même assez mesurée. Je pense qu'il faut bien contrôler un petit peu tout ce qu'on fait et avec le côté un peu immédiateté des formats très courts, prendre le temps aussi de voir quel type de vidéo, quel type de livre TikTok nous met en avant. Je sais que moi, il y a un livre que je voyais partout, typiquement. Elles étaient toutes en train de pleurer. Je me disais, moi aussi, je veux pleurer avec vous, mesdames. J'ai envie de lire ce livre. Et c'est un livre qui s'appelle Une vie comme les autres. Et en fait, il y a beaucoup de contenu très problématique dans le livre. Et j'avais pas regardé. Alors qu'en fait, il y avait plein de vidéos qui ont parlé sur TikTok, mais en tout cas, moi, je suis tombée sur celle qui durait 10 secondes où il y avait des madames qui pleuraient et où je suis pas allée voir plus loin non plus. Et je pense qu'à certains niveaux, TikTok nous rend un peu flemmards. Et on a de moins en moins d'attention et on scrolle comme ça, un peu bêtement, un peu vite en tout cas, sans trop réfléchir. Donc ça, c'est un peu le côté peut-être superficiel de la chose. Hein. Ouais, c'est ça, et peut-être un peu inquiétant. C'est vrai qu'on a l'impression que l'esprit est ailleurs et puis vraiment on scrolle. Pareil pour Instagram, on avait aussi pareil, Instagram au tout début, c'était pareil, des photos de jeunes femmes, encore en maillot de bain ou des choses comme ça. Maintenant, on est arrivé sur quelque chose d'un peu plus épuré, un peu plus clean entre guillemets. TikTok commence à aller vers ça, ce qui est plutôt positif, on va dire, pour l'application. Après, c'est vrai que c'est très chronophage. Et il faut, comme tu disais, hein, je te rejoins totalement, il faut de temps en temps remettre une petite claque derrière les oreilles à l'algorithme et se dire, ben non, je voulais regarder du livre, je vais regarder du livre, et voilà. Alors, j'allais vous demander quel lien vous avez avec votre libraire. Bon, pour Ronan, c'est pas difficile, c'est du 2 en 1. Beaucoup de libraires ici, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de libraires se sont mis à faire des petites vidéos, des petits coups de cœur, des choses comme ça. Jeanne, quel rapport vous avez avec vos libraires? Vous n'êtes pas fâchée? Pas du tout. Non. Aussi bien un lien dans la vraie vie que virtuel, c'est ça qui est intéressant. J'y vais pas tous les samedis non plus, je vais pas vous mentir, mais j'aime bien, ils sont gentils. Du coup, là où je vais, ils me proposent souvent des recommandations, donc je leur fais vachement confiance.
Ils savent pas du tout que j'ai une présence en ligne, donc c'est pas plus mal quand j'arrive avec les cheveux en pétard le matin, c'est sympa de pas être reconnu. Et je les suis aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, je trouve que ça permet de garder un lien aussi, j'aime bien. Et je le fais aussi avec la bibliothèque de mon enfance. Ça, je vois ce qu'ils continuent de faire, ce qu'ils mettent en avant, et ça permet de garder un lien aussi. Je me dis, ça pourrait donner lieu à des liens voilà, réguliers. Tous les libraires ne sont pas aptes à faire de la vidéo, les influenceurs ont peut-être envie de s'ouvrir à d'autres formats, donc ça pourrait donner lieu peut-être à des collaborations, des choses comme ça. Hein. Oui, carrément, je pense que ça permet de garder le lien. Et typiquement, la bibliothèque de mon enfance, je les ai contactés pour l'un de mes documentaires parce que j'ai pensé tout de suite à eux et je me suis dit, ça peut être hyper bien d'avoir leur expertise là-dessus. Donc je pense que ça permet de maintenir le lien. Et typiquement, quand ça fait longtemps que je suis pas allée à la librairie et que je vois dans mon feed Insta une photo de mon libraire préféré, tout content avec un livre, je me dis, faudrait que je fasse en fait. C'est vrai qu'après, en tant que libraire, on n'a pas. On va ne pas aimer sa voix. On n'aime peut-être pas sa tête le matin ou des choses comme ça. TikTok permet de modifier sa voix, très clairement. Donc si on l'aime pas, on peut la modifier. Si on n'aime pas sa tête, on n'est pas obligé de la montrer, accessoirement. C'est pas obligé. C'est vraiment. Il faut se lancer. C'est pas le plus facile. Et après, c'est la persévérance. Comme tu disais, l'algorithme, je l'ai toujours pas compris non plus. On va poster une vidéo le même jour, à la même heure, avec les mêmes hashtags, dans le même style. D'un jour sur l'autre, on fait le double. Alors, on peut faire 90 vues, comme le lendemain, 500, 700, 1000. Je comprends pas. Bon, peut-être un jour, je vais bon. Alors, tous les libraires doivent se mettre à la vidéo ou pas? Si vous avez pas envie, très clairement. Est-ce que tu vois l'impact? Nous, on voit. Quelles sont les la retombées? communauté qui se transforme en clientèle? Parce que je me dis, la communauté, ça peut être des gens qui sont à Aix-en-Provence, qui sont. Donc, est-ce que pour toi, ça a un bénéfice? Alors, c'est vrai que concrètement, ta communauté, c'est pas ton voisin. C'est pas ça, c'est beaucoup plus élargi. Nous, on le voit surtout sur les lives Facebook. On a souvent des gens qui viennent le matin, après notre émission, ou la semaine d'après, des choses comme ça. Ou, alors on se dit aussi, peut-être que le jeune public ou autre, ils vont regarder notre vidéo et commander directement sur Internet. Très clairement, non, ils voient leur libraire qui est en ligne, ils ont quand même envie d'aller le voir et justement d'avoir des conseils sur d'autres lectures. Donc ça instaure des liens et ça les renforce. Oui, ça renforce les liens et ça en fait quand il y en avait pas. Pour Jeanne, on ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas porté les livres dans la suite. Non, et heureusement, c'est pas les gens qui débarquent chez moi pour me dire qu'ils ont adoré mes vidéos. Donc, hyper dur à quantifier, mais je suis vraiment du même avis. Je pense que ça renforce les liens. Après, il faut le faire si on en a envie, il ne faut pas se forcer. Et une fois qu'on se met dedans, ça peut être très chronophage et ça peut quand même prendre beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment le faire par envie. Peut-être un outil complémentaire, effectivement. Hein, c'est tout à fait ça. Puis après, ce qui est bien, c'est que la vidéo TikTok peut nous servir sur Instagram. Si on a une chaîne YouTube, on peut la reposter dessus. Voilà, ça peut être en lien, tout peut être en lien. En tout cas, influenceur, ça mène à tout. Si vous allez écrire un livre, finalement, la boucle sera bouclée. C'est toujours ça, on revient vers les médias traditionnels, on essaie de les publier des livres. Et des vrais livres ou... on verra, peut-être que ce sera un faux livre. Non, c'est papier. Oui, un livre papier, idéalement publié dans une maison d'édition, donc vraiment le parcours très très classique. Et dans l'influence littéraire, c'est assez classique comme parcours, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Ce sera Ma vie, mon œuvre, Jeanne? Pas du tout, Dieu merci. non, j'en suis encore au tout début, donc ouais, c'est de la fiction, c'est une histoire d'amour qui se passe en banlieue. Un peu entre l'âge où on rentre un tout petit peu dans la vie active jusqu'à vraiment le moment où on se sent fin adulte, donc ce sera ça. D'accord. Alors, par rapport au pass culture... C'est beaucoup manga aussi. Voilà, on parlait du pass manga. Très clairement, ça a donné accès à la littérature à pas mal de jeunes, il faut dire ce qu'il y a, et leur centre d'intérêt, c'était le manga. Après, le manga, ça fait pas 2 ans qu'il est en France, très clairement. En termes de vente, on a toujours été très bien en manga. Il faut se rappeler le Club Dorothée. Voilà, ça date, hein voilà, qui 40 ans qui première émission en 87, donc jusqu'en 97. Déjà cette émission-là se faisait un peu dézinguer par les politiciens. On se rappellera Ségolène Royal avec son beau discours sur le Club Dorothée. Mais voilà,
le manga est là, il était déjà là, et après la bande dessinée, c'est pareil. Il y a eu pas mal de critiques aussi, pareil, du comics, comme quoi ça rendait les jeunes violents. On peut se rappeler par exemple du Comic Strip Authority qui a eu lieu aux États-Unis, qui régissait vraiment tout le comics. Et il faut se rappeler aussi que le Comic Strip Authority s'est arrêté juste en 2011. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Non, parce qu'on parle, si on parle aujourd'hui de nouveaux prescripteurs, c'est qu'on parle comment gagner des nouveaux publics, comment toucher les jeunes, bien sûr. Il n'y a pas de recette, forcément. Mais quels sont un petit peu votre ressenti par rapport à ça? Donc, si le Pass Culture n'a rien inventé. Oui, en fait, le Pass Culture a permis à une tranche de la population, justement, d'avoir accès à ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Le manga, très clairement, le dernier One Piece, alors quand il sort au Japon, le lendemain, il est en scantrad sur internet en gratuit. Donc c'est pas ça qui va freiner les ventes derrière. Donc justement, le Pass Culture a permis à cette tranche de la population de se dire, tiens, finalement j'ai des sous, je vais pouvoir aller en librairie le dépenser. On a beaucoup des jeunes qui s'arrêtent devant le rayon manga, qui lisent un peu, je pense que vous en avez tous des comme ça, qui passent une demi-heure comme ça à feuilleter et après qui repartent. Là maintenant, avec justement avec le Pass Culture, moi je trouve qu'on en a moins, mais plus dans l'acte d'achat. Ouais, ils sont plus dans l'acte d'achat. Il faut se dire, nous, si on avait eu à leur âge, pareil, 200 € en livres, je pense qu'on les aurait claqués en moins de 24 heures. C'est clair. Allez, tous les deux, avant de terminer, passer aux questions. Un petit coup de cœur de la rentrée littéraire. Ou du moment. La question. C'est vraiment la question piège. C'est quoi c'est les la question derniers que tu piège. as préférés? Alors là, je commence pas, il faut que je réfléchisse. Alors, moi j'en ai deux. Alors, moi je vais parler de bande dessinée et manga, bien sûr. Il y a le dernier quai. Alors, l'édition, ça doit être Grand Angle. Oui, c'est ça. En gros, l'histoire, on a Émile qui est maître d'hôtel, qui est gérant d'un hôtel. Il y a un train qui arrive tous les matins avec des personnes et ces personnes-là sont mortes. Donc, du coup, le nom, le dernier quai. Donc, c'est très joyeux l'histoire, je vais vous le dire. Et Émile est là justement pour soulager un peu ces personnes. Un matin, Émile se réveille en retard et il s'aperçoit que des gens sont déjà là. Ils ne sont pas dans son registre et ça va mettre un peu le bazar. Donc je ne vais pas spoiler la suite de l'histoire. Et sinon, en manga, il y a le quotidien d'une épée maudite. Alors c'est un scénario qui est assez varié, il faut dire ce qu'il y a. Concrètement, c'est Lucas et sa petite sœur qui vivent dans la campagne. On est dans un monde d'heroic fantasy où les smartphones et autres choses existent. Ça a révolutionné un peu tout. Les seigneurs démoniaques maintenant tiennent des parcs d'attractions à sensations, des choses comme ça. Les chevaliers deviennent influenceurs. C'est comme dans le monde actuel, sauf qu'il y a des démons. Voilà. Et là, une petite fille, donc la petite sœur de Lucas, découvre une épée maudite qui parle, qui peut marcher aussi, et simplement cette épée maudite a perdu la mémoire et est capable aussi de raser des montagnes. Donc lui, Lucas, ça panique un peu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir une vie tranquille et que sa sœur ne soit pas justement exposée à tout ça. Et tout ça, c'est grand public? Non. Non, on va dire qu'on est plus à un public qui a 14 ans. D'accord, merci. Alors, Jeanne? Moi aussi, j'ai un livre pas du tout pour tous les publics. Il y a une journaliste qui la contacte et qui dit peut-être que tu as été la première victime, on a besoin de toi aujourd'hui pour que ce mec finisse derrière les barreaux. Et en fait, c'est la première fois, je crois, que je lis un livre où on a une victime qui ne se rend pas compte qu'elle est victime. Et où petit à petit, au cours du livre, elle se rend compte qu'il y avait des trucs pas très normaux. Donc très très bien écrit, pas du tout pour tous les publics, mais un coup de cœur. Et comment vous l'avez découvert? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci à tous les deux de nous avoir un peu expliqué votre parcours. Est-ce que vous avez des questions? Martin. Bonjour.
Alors, moi j'ai une petite question, en fait, notamment alors, plus sur le métier de vidéaste, influenceur. C'est quel impact en librairie en Très fait bonne question. Quel impact alors, je vais préciser un petit peu la question parce que c'est un peu trop large en fait. C'est un métier en fait qui, alors de mon point de vue de l'extérieur en fait, parce que c'est pas notre métier pour beaucoup ici, qui fait un raccourci entre le livre et le public qui peut regarder des vidéos le soir, le matin, enfin peu importe l'heure, et quel impact ce lien direct et ces conseils directs de livres via Internet donne, quel est l'impact sur les librairies? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de public qui va venir en librairie grâce à ces vidéos? Est-ce qu'on a plus d'achats spontanés sur Internet parce que, bah, tiens, on vient de voir un livre, on en a envie, hop, tout de suite un panier, je le commande? Est-ce que, et comment aussi est-ce que le métier de vidéaste influenceur change les relations que le libraire peut avoir avec l'éditeur? Puisque l'éditeur a un nouveau contact, un nouveau vendeur, on va dire, de livres. Voilà, comment est-ce que ça chamboule le tout, en fait? C'est plus une chaîne classique, effectivement. Voilà. Merci. Bon, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre. Déjà, peut-être pour reprendre sur le côté, est-ce que vraiment ça déclenche des achats ou pas? C'est très difficile à quantifier forcément. Mais si je dis pas de bêtises, le CNL qui fait régulièrement une étude justement sur la lecture chez les jeunes, je crois qu'en fait, parmi les jeunes, quand on leur demande pourquoi est-ce que tu as acheté un livre, la deuxième ou troisième réponse, c'est parce que je l'ai vu, quelqu'un en a parlé sur les réseaux sociaux. Donc ça a sa place. Ça c'est clair et net. Et moi, sur mon côté YouTube, c'est plus difficile de s'en rendre compte, mais typiquement sur TikTok, il y a eu vraiment des fois où une personne parle d'un livre et là, le livre fait 100 000 ventes et on ne comprend pas pourquoi. En général, il faut plusieurs personnes quand même pour que ça ait vraiment cet effet boule de neige, mais c'est quelque chose qu'on remarque. Après, on ne peut pas exactement quantifier les ventes. J'aurais tendance à dire un peu plus que sur TikTok, comme il y a ce côté immédiateté, on va plutôt le commander sur son téléphone, mais j'ai aucun chiffre à l'appui, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais je sais que moi, par exemple, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent « Ah bah trop bien, moi je suis allée l'acheter en librairie ». Après, voilà, je ne peux pas le quantifier, mais en tout cas, je sais que ça existe. Je sais aussi que sur ma chaîne YouTube, j'avais fait justement un documentaire sur Amazon pour dire est-ce que vraiment Amazon c'est le grand méchant loup qui est en train de tuer les libraires ou pas. Et je sais que ma communauté, il y en a qui achètent sur Amazon, hein, très clairement, mais je sais qu'elle a à cœur aussi d'aller chez son libraire. Donc ça, c'est le côté qui me rassure un petit peu et où l'échantillon un peu que j'ai qui me permet de dire ça, c'est que du coup j'ai un groupe Discord où tous les mois on lit un livre tous ensemble. Et donc moi j'encourage surtout les personnes à les récupérer en médiathèque ou ce genre de choses pour que ça leur coûte le moins possible parce que tout le monde n'y a pas accès. Mais en général, les trois choses qui reviennent le plus, c'est soit d'aller le prendre en médiathèque, de l'acheter en librairie, ça c'est la deuxième chose qui revient, et comme on en parlait tout à l'heure, de le trouver sur Vinted. Il y a 3-4 mois, il y a eu Glénat qui a envoyé par exemple tous les One Piece à Léna Situation, juste parce qu'ils avaient fait une vidéo, parce qu'elle a dit je viens de lire le top 1. Donc, influenceuse, hein, voilà, la situation. C'est une influenceuse, vous avez dû avoir son livre en librairie, c'est toujours plus, je crois. Voilà, ça fait un gros carton quand même l'année dernière. Voilà, les influenceurs maintenant ont une grosse part vis-à-vis des éditeurs. Il y a plus en plus de services presse qui sont envoyés aux influenceurs, il faut dire ce qu'il y a, avec par exemple Kiwi fait des très belles boîtes de services presse, je ne sais pas si vous les avez déjà reçues. Il y a une année, ils ont fait sur Freerun avec une boule à neige, enfin, ils ont fait pas mal de choses. Et les influenceurs vont mettre en avant justement des nouvelles séries qu'ils ont envie de lancer. Donc concrètement, oui, ça a un gros impact en termes de vente. Et puis, si ça n'avait pas d'impact, les éditeurs ne seraient pas allés se mettre sur les réseaux. Oui, voilà, ils raisonnent en termes de zoom, très clairement. Donc, ils ne le feraient pas s'il n'y avait pas un intérêt économique derrière. Puis, il y a eu des exemples de livres qui ont moyennement marché, une fois qu'ils ont été chroniqués ou évoqués sur les réseaux. Ils ont eu une seconde vie. Hein. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Il y a eu plusieurs exemples, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé en général après un envoi de service presse. Ça, c'est vraiment le coup de cœur spontané. Et justement, je pense que les éditeurs ont envie de jouer là-dessus, de se dire ah ben peut-être ça va être le prochain coup de cœur. Et parfois ça arrive, mais parfois ça n'arrive pas aussi.
Et c'est vrai que quand même la part des services presse est de plus en plus importante. Moi je sais que j'ai commencé il y a 5 ans, et au début quand je demandais un service presse, c'était un peu compliqué, on me disait vous madame, maintenant on me dit mais allez-y, je vous en envoie, genre aucun problème. Et il y a aussi ce côté où reconnaissance oui, et il y a aussi ce côté où on sent qu'on devient un peu un panneau publicitaire. On en a complètement conscience, et c'est le jeu je pense, et ouais, c'est une nouvelle manière de presque être solide du coup. Merci. Je peux poser une dernière petite question aussi. En fait, j'aime beaucoup l'idée du Discord avec une lecture ensemble avec la communauté, c'est trop bien. Est-ce que vous avez 2-3 petits conseils comme ça, 2-3 petites idées à distribuer aux libraires sur de votre métier qu'on ne connaît pas forcément, voilà, 2-3 petites choses qu'on peut mettre en place nous aussi facilement? Martin va se lancer, je le sens bien. Voilà, c'est parti. 2-3 gestes simples, numériques qu'on n'a pas forcément et qu'on peut mettre en place facilement. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Avec grand plaisir. Je vais essayer de réagir à chaud. Je pense déjà typiquement le Discord, moi si je pouvais faire ça dans la vraie vie, j'aimerais trop. Donc peut-être accueillir un book club. Typiquement si quelqu'un veut accueillir un book club, on peut imaginer quelque chose ensemble. Mais peut-être justement avoir un club de lecture en physique et de l'avoir justement aussi en ligne, peut-être pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ça je trouve que ça peut être très chouette. En ayant par exemple un live sur Facebook, comme on en parlait tout à l'heure, ou quoi, pour justement arriver à avoir ce côté à la fois physique et numérique. Je pense que ça peut être chouette. Moi, ce que fait mon libraire et que j'adore, c'est de mettre une fois par semaine sur Instagram un coup de cœur, avec justement sa photo. Ça, je trouve que c'est bien, ça nécessite pas énormément de temps, et je pense que ça crée du lien avec la communauté. Donc là, comme ça, c'est les choses qui me viennent. Et moi, ce que je trouve hyper cool aussi à regarder sur les réseaux sociaux et qui, j'ai l'impression, plaît beaucoup dans tous les domaines, c'est le côté un peu coulisses. Alors, j'ai plus du tout son nom, tout à fait, j'ai plus du tout son nom, mais je crois que c'est une députée européenne qui est sur TikTok et qui est très suivie parce qu'elle montre comment ça se passe justement. Alors, c'est le Parlement européen, c'est le Parlement européen. Et en fait, c'est trop bien, elle montre, genre, ça ressemble à quoi la cantine? Je veux trop savoir ça ressemble à quoi la cantine. Et elle montre aussi comment les personnes reçoivent du courrier, et je trouve que c'est trop intéressant, donc peut-être. Des gens comme vous, c'est-à-dire est-ce que vous regardez le nombre de vues que telle vidéo d'une consoeur a, etc. Est-ce qu'il y a une émulation, une rivalité, etc. Alors on ne se tire pas le chignon tous les samedis, tout va bien. À l'inverse, en fait, comme c'est une très petite communauté, on se connaît tous, on est tous très copains. Typiquement, je télétravaille avec Audrey de temps en temps. Donc ça crée plutôt une émulation, je dirais, entre nous. Et je pense qu'on a aussi conscience qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes créneaux. Typiquement, moi je ne parle pas du tout de littérature jeune adulte. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Rêve ta vie en lecteur, dont je parlais tout à l'heure, qui parle quasiment que de ça et que de jeunesse et de fantasy, donc c'est son créneau à elle. Et donc en fait, si on regarde vraiment juste d'un point de vue marketing sur les marques qui peuvent nous contacter, les éditeurs qui peuvent nous contacter, on n'est pas contacté par les mêmes personnes. Donc en fait, oui, on parle de livres, mais on ne le fait pas de la même manière et pas des mêmes genres, donc en fait, il n'y a pas vraiment directement de concurrence. Et typiquement, c'est déjà arrivé que Audrey, elle n'ait pas le temps de répondre à une sollicitation d'une maison d'édition. C'est moi qui le reçois dans mes mails, et là je suis très contente. Donc il y a au contraire ce truc de communauté où on échange beaucoup entre nous, on se donne des conseils aussi sur tout ce qui est rémunération, parce que c'est un métier assez nouveau, donc pour poser nos tarifs, c'est pas toujours très simple. Je pense que c'est très lié aussi au fait que c'est un milieu où il n'y a pas énormément d'argent. En tout cas, on n'est pas la communauté non plus d'influenceuses beauté, où là ça se tire un peu dans les pattes. Et on n'est pas beaucoup non plus. Donc la concurrence, honnêtement, elle n'est pas énorme. Donc je pense qu'au contraire, en fait, moi je le vois très bien typiquement sur YouTube, si par exemple je sors une vidéo, je peux voir quelles vidéos ont été regardées ensuite, ou quelles vidéos ont été regardées avant. Donc en gros, qui a été amené vers ma vidéo et par qui. Et en fait, je me rends compte que souvent c'est d'autres youtubeuses, donc en fait, il n'y a pas ce truc où on va aller regarder la vidéo de telle personne et pas celle-là. En fait, en général, s'il y a une vidéo qui marche d'Audrey, il y a une des miennes qui peut ressortir juste à côté et remonter aussi. Donc en fait, on a conscience que tout, s'il y en a une qui réussit, c'est un peu, ça fait de la place aussi pour les autres. Comment vous voyez l'avenir de ces communautés? Voilà. Très bien. Très bien. Parce qu'on est en phase d'émergence, enfin de consolidation, on pourrait dire ça. Est-ce que ça pourrait s'intensifier et devenir quelque chose de, comme on l'a vu avec les influenceuses beauté, elles étaient quelques-unes, après il y a eu des tensions, ça s'est professionnalisé, ça s'est épuré, il y a eu un tri, enfin voilà, comment vous pouvez imaginer peut-être la suite? Je ne
super voyant. Mais j'espère que ça va continuer de manière positive et malgré tout, c'est une communauté qui est bien ancrée depuis quasiment une dizaine d'années. Alors, je parle plus du côté YouTube parce que c'est celui que je connais le mieux, mais il y a plus ce phénomène où ça monte petit à petit. Donc, c'est des communautés qui, quand même, sont assez fiables, entre guillemets, alors que TikTok, on peut vraiment décoller d'un coup et puis après, tout le monde s'en va, on dit, bah, j'ai pas de communauté en fait. Donc, sur YouTube, je pense que on peut être assez rassuré. Je pense que ça continue quand même de faire envie, le livre, et de plus en plus, on doit ça beaucoup aux TikTokers et TikTokeuses qui se sont lancés, qui ont montré qu'en fait, le livre, ça pouvait être très cool et qu'on n'était pas obligé de lire des classiques et qu'on pouvait aller vers d'autres choses. Après, quelque chose qui n'est pas négligé malgré tout, c'est que comparé à d'autres pays, le livre ne fait pas autant envie. Typiquement, aux États-Unis, il y a vraiment des chaînes qui ont quasiment 1 million d'abonnés qui regardent le livre. En France, la personne qui a le plus d'abonnés, c'est 110 000, et c'est déjà énorme. Donc il n'y a pas non plus cette émulation qu'on pourrait avoir dans d'autres pays, mais ça monte pourtant, il y a moins de librairies aux États-Unis, elles reviennent. Mais... Donc ça monte doucement, mais sûrement. D'accord. C'est plutôt positif. Après, en termes d'application, Facebook, très clairement, est en perte de vitesse. Instagram était à son apogée il y a 1 ou 2 ans, on va dire ça. Là, TikTok reprend le relais. Donc il faut se dire, dans 2 ou 3 ans, il y a un nouveau réseau social qui va sortir et il faudra être dessus aussi. Twitch commence à vraiment être bien implanté, je trouve, vu qu'on a de moins en moins de personnes qui regardent la télévision, faut dire ce qu'il y a. Les programmes ne plaisent plus. Il y a un peu un désintéressement de la part de la population vis-à-vis des médias dits traditionnels. Du coup, Twitch permet un peu un entre-deux, on va dire. Donc peut-être que Twitch, dans les prochaines années, on va dire, pourrait être le média. Ben, on a pas mal de journalistes justement qui se mettent à Twitch, notamment, j'ai perdu son nom. Samuel Etienne. Lui, à chaque fois qu'il fait un live, je ne sais pas en termes d'abonnés combien il en a, mais il a pas mal de monde sur ses lives. Donc voilà, je pense que Twitch est l'un des médias à suivre bientôt. Et pour autant, peut-être pour compléter un petit peu, je trouve que Twitch n'invente pas grand-chose. C'est qu'on retrouve beaucoup de plateaux, en fait, de plateaux télé. Sur YouTube, pareil, pour toutes ces explications. En tout cas, merci à tous d'avoir vous êtes libérés pour cette journée, parce que c'est pas toujours facile. On a tous une vie de famille, on a un temps de repos, donc 25 libraires, plus quelques professeurs, quelques étudiants, je trouve que c'est des bons moments. Puis je vous donne rendez-vous, c'est important aussi de se revoir à l'Assemblée Générale de l'Association des libraires du Grand Est, ce lundi 5 juin à 9h30, dans les locaux de l'IUT Charlemagne à Nancy. À 9h30, j'ai dit, je sais pas. En tout cas, merci à Sabine d'avoir modéré ces rencontres très, très réactives, et puis d'avoir accueilli cette nouvelle génération qui émerge en tout cas dans les librairies d'une manière étonnante et qui fait très plaisir. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Bon retour. Merci.